Nous allons vous faire découvrir un artiste havrais, David Huet. On dit pas Huet, mais Huet. Oui. Artiste contemporain, peintre contemporain, et non un peintre contemporain, parce que ça j'en connais plein, puis si je ne vais pas les faire venir, avec Jeff on ne s'intéresse pas à cela. David Huet est un artiste qui compte dans le milieu de l'art graphique au Havre, et nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, et il expose depuis quelques années, oui, voilà. au Havre, et aussi dans le cadre de la Mondial Art Academy depuis 1 an. Voilà. C'est ça. Un petit gâteau. Non, merci. On va peut-être passer à la première question. C'est bon, c'est de l'acrylique. Hein, c'est pas... fin, ça se mange sans fin. Bon. Non, on va pas. Mais là, c'est un peu sec. Hein, c'est un peu sec. Bon, d'accord. On va la poser de côté, on va la remettre devers moi et oui, on reprendra la suite. Oui. Quel est ton parcours? Alors, mon parcours, je suis né au Havre. Hein. J'ai fait mes études toujours dans les arts, donc j'ai commencé par un bac lettres et arts. Ensuite, je suis monté sur Paris, j'ai fait plutôt dans les arts graphiques, les arts appliqués. J'ai fait un BTS de design, donc à l'école nommée Olivier de Serres, assez réputée. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que designer, mais en fait, j'ai toujours, sur le côté, privilégié ma carrière de peintre, donc j'ai toujours peint à côté. Et à partir des années 2000, j'ai décidé de me consacrer entièrement à cette discipline. Et comme designer, j'ai cru comprendre que tu avais travaillé dans l'automobile. Oui, j'ai eu une expérience en tant que designer automobile chez Renault. Oui. Donc ça, c'est très spécifique, hein, le design automobile. Puis après, t'as pas bossé sur la R14, non? Non, à l'époque, c'était la Twingo, je te rassure. D'accord. Oui. Je n'ai pas bossé sur la poire, non. C'est vrai qu'ils nous prennent quand même pour des pommes parfois. Et pourquoi la peinture? Pourquoi tu t'es mis à peindre comme ça? Pourquoi c'était venu de... En fait, pourquoi la peinture? Parce qu'en fait, la peinture, c'est quoi? C'est le dessin, c'est le premier terrain d'expression de l'enfant, en fait. Moi, je me suis exprimé au début par le dessin. Et en fait, c'est une discipline que je n'ai pas voulu perdre. Les adultes grandissent, choisissent le langage et partent avec ça. Moi, en fait, j'ai continué avec le dessin et le langage, et en privilégiant aussi le dessin, parce que c'est ma manière de m'exprimer, et donc j'ai toujours essayé de développer au mieux cette capacité. Quoi. Et pourtant, tu parles correctement bien. Quoi. Oui, bien sûr, mais bon... parler la France, il n'y a pas de souci. Bien sûr, non, mais la peinture, c'est aussi c'est de la matière à penser, c'est plus direct aussi. Pas à poncer. Non, pas à poncer. La matière à penser. Donc donner de la matière. J'étais sur le sculpteur du coup d'avance, Jérôme Bural. C'est vrai que c'est de la matière à poncer aussi. Donc ça va bien. Un très bon sculpteur notamment. Oui, et un ami. Que signifie peindre pour toi? Peindre pour moi, c'est entamer un processus créatif. Donc c'est une façon de m'exprimer sur le monde, en fait, sur la société. Tout en ayant une image plus directe en fait. Donc quelque part tu tires quelques cartouches sur notre société. Je dirais pas ça, je dirais pas des cartouches. En fait, je fais des constats par l'intermédiaire de la peinture. On peut constater, c'est vrai, certaines choses. Et tes sujets de prédilection? Alors mes sujets de prédilection, c'est plutôt des sujets contemporains en fait. Ça peut être des sujets de société tels que la beauté, mais la beauté de maintenant, hein, la beauté... celle qu'on nous impose. Qu'on nous impose, les codes de beauté, les choses comme ça. Le quotidien, ça peut être les sans-abri, c'est assez varié en fait. Hein, ça peut être notre déjeuner, les top modèles. Enfin, tous ces sujets qu'on nous rabâche tous les jours dans les médias et que tu te réappropries avec ta propre analyse. Voilà. En faisant en ayant des petits messages codés ou alors en ayant une petite dose d'humour aussi. Oui, il en faut. Voilà, il en faut. Il faut beaucoup. Pas se prendre trop au sérieux. Et les sujets donc, tous ces sujets-là, une fois que tu les as appliqués, il y a une technique. Il faut donc que tu utilises une technique. Et quelle est cette technique-là? Alors, ça dépend de l'idée du tableau. Elle peut largement varier. Ça peut commencer par un dessin, une architecture globale, qui sert de base en fait à l'architecture du tableau, et ensuite à partir de là tout peut partir en vrille. Voilà, donc le résultat du début est peut-être très éloigné du résultat final en fait. Quelles sont tes influences? Mes influences, dans l'histoire de l'art, je ne suis pas le premier à être passé, donc tous les grands maîtres, que ce soit la peinture italienne, la Renaissance, et puis tous les gens qui ont suivi, les Picasso, les Velázquez, tous ces grands maîtres qui sont passés avant moi. Donc moi j'essaye de mettre ma petite pierre à l'édifice, d'avancer, sans non plus marcher dans les pas de ces grands maîtres-là. Non, il faut regarder ce qui a été fait,
Il faut dialoguer avec eux, puis ensuite il faut essayer de trouver sa voie en fait. Et parfois ils te répondent? Dans la peinture, ils peuvent me répondre, oui. Ah, d'accord. Oui. Ah, mais t'es habité, quoi. Un petit peu habité, oui. Mais il faut, Ouais. je pense qu'il faut qu'on soit Habité, passionné, quoi. David, le Oui. rôle du dessin dans ta peinture. Bon, en fait, le dessin, au départ, ça peut être une architecture en soi, c'est-à-dire que c'est le canevas du début du tableau. On peut partir sur un dessin, et ensuite, de cette base-là, on part sur la peinture. Ensuite, le dessin, dans d'autres projets, ça a pu être aussi carrément l'aspect définitif du projet, c'est-à-dire que je peux faire aussi d'un dessin en noir et blanc une fresque sur un mur, par exemple, tout en conservant uniquement le dessin et le médium noir et blanc. Dis donc, en parlant de fresque sur un mur, parle-moi de ce projet que tu as fait et que tu as au Mexique. En fait, en 2013, ouais, j'ai fait un mur au Mexique. En fait, j'ai étudié un peu l'art du muralisme mexicain, qui est un art très développé par Diego Rivera, etc. Et en fait, de là, en fait, comme j'avais l'occasion d'aller au Mexique, je me suis mis en relation avec une association qui s'appelle l'Art Poétique de Tehuacan. Et j'aurais proposé de participer avec eux et de leur faire un mur dans un collège. Et là, tu repars au Mexique bientôt. En 2015, là, à la fin de l'année, en décembre. Avec ta charmante épouse, qui est mexicaine. Qui est mexicaine aussi. Et donc là, il y aura sans doute un projet dans sa continuité d'un deuxième mur, voilà. Tout en étant en relation avec des artistes mexicains. Avec des projets d'expo, avec des mairies, avec des... Avec aussi des projets d'expo, tout ça, c'est des choses qui peuvent suivre par la suite, effectivement, ouais. Donc effectivement, il y a tout ça. Pour revenir au dessin, on a eu des discussions ensemble il y a quelques temps. Tu me parlais d'un professeur de dessin qui t'avait bien influencé, marqué, bien marqué. C'est vrai que mon premier professeur de dessin, c'était au collège. C'était Jean-Michel Alberola, donc un peintre de la figuration libre, assez connu en France. Ensuite, j'ai eu d'autres professeurs, monsieur Patrice Blanchard, qui a très fortement compté pour moi dans l'acquisition du travail. Et puis après, toutes les influences d'autres professeurs plutôt dans le design, mais qui peuvent aussi influencer ce que je suis maintenant. D'accord. Au final, c'est toute une évolution de rencontres avec des gens, avec des artistes qui façonnent ce travail-là et qui donnent ce résultat qui évolue tout le temps. De toute façon, tu te mets en danger c'est vrai, c'est une peinture qui est évolutive parce que chacun se cherche. Des gens se trouvent assez rapidement. Moi, je suis toujours dans un laboratoire de recherche. D'accord. Donc l'idée prime, ensuite le style peut évoluer. Donc tu veux toujours pas prendre du gâteau? Non, merci Manu, pas tout de suite. Non, parce que moi je les aime bien. Tu peux me les repasser, s'il te plaît? Mais si tu veux, avec un petit gâteau. Vas-y, très cher. Oui, mais c'est tout pourri, mais enfin c'est bon. Alors donc, et puis les critiques, parce que là je fais un peu le zouave comme d'habitude, mais pour toi les critiques, qu'est-ce que tu en penses? En fait, les bonnes, les mauvaises? Les critiques positives, ça fait pas trop avancer le travail, alors j'en suis content, c'est toujours plaisant. Mais ce qui me fait avancer, c'est plutôt les critiques un peu, entre guillemets, négatives. Parce que, constructives. Constructives, voilà, ça permet d'avancer dans le travail et c'est vrai que c'est quand même plus... Pour avoir rencontré beaucoup d'artistes, souvent bien entourés de gens très gentils avec eux, à force de leur dire que ce qu'ils font c'est formidable, le pire c'est qu'ils le croient. Et c'est là que ça devient dangereux, c'est qu'on on est obligé de les rencontrer à un moment donné, d'être un petit peu obligé de leur dire qu'ils sont peut-être pas aussi bons que ça et qu'il y a une petite marge de progression sans être méchant. Et c'est vrai que les bonnes critiques tout le temps, ça peut être vite pénible pour le travail. Oui, puis après on tourne un petit peu en rond. Et moi, comme je dis souvent, je suis le plus féroce des critiques envers moi-même. Donc, pour bien te connaître, c'est vrai que tu es très critique de ton boulot et quand tu viens me voir en train de peindre, souvent tu regardes en plissant les yeux, tu dis ça tourne pas. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moins tu as matière à analyser le travail des autres sans être critique, mais pour faire avancer les choses, avec un œil averti qui permet de m'ont toujours du boulot. Inculqué, c'est la critique constructive. Bon, et là, du coup, je vais aller chercher le papier qui est par terre. Et puis il y a Jeff qui est en train de sortir la bouteille de Java. Ah, puis j'ai perdu mon peigne. Donc, donc. Et avec tout ça, vous allez bien? Ça va. Non, parce que j'ai cru comprendre que vous avez arrêté votre traitement et là, ça va pas le faire du tout parce que non, c'est pas bon. Je peux te rassurer, Manu, si traitement il n'y a plus. Ah, il n'y a plus? Non, il n'y a plus là. T'as arrêté.
Et justement, en parlant de Au pain traitement... sec et à l'eau. Ah, oui, Voilà. t'as arrêté complètement. La peinture, c'est un travail de moine. Oui, l'acrylique, en plus, c'est moins grave que la peinture à l'huile. Donc, j'ai envie de me moquer des psychiatres de télévision et de taper sur un calepin en disant comment voyez-vous votre peinture dans quelques années, cher ami, cher maître? La peinture, dans quelques années, ça sera toujours dans la recherche. Je pense essayer de trouver le maximum, de me libérer, en fait, de me libérer dans le style, de faire une approche plus directe. Et puis surtout de simplifier, parce que plus on simplifie, plus le message va au cœur du spectateur. Donc plus on simplifie, plus j'apprends, plus j'avance, plus je vois que c'est là qu'il y a matière à chercher de la progression. Et ton lieu de travail, on en parle. Là actuellement, je suis en train de t'interviewer dans ton ici, atelier. Oui, je suis dans un atelier à Vray, que j'ai investi il y a 3 ans à peu près. Déjà 3 ans, oui, en 2012. Donc c'est une association pour la cité Rouge, Noir, Blanc qui m'accueille ici. Les couleurs primaires. Voilà, on avait une pour faire des affiches. Qui m'accueille ici. Donc ici, en fait, il y a à peu près 3 ateliers, mais en fait, il y a plutôt 2 studios de répétition, plus mon atelier. Donc, oui. Et c'est vrai que quand tu travailles, ça nous embête un peu moins pour la répétition et les prises de son. Voilà, moi je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Non, c'est vrai qu'à part ton poste de radio où tu écoutes parfois France Culture. Il m'arrive d'avoir en backing France Culture. Rarement tout en les peignant. grosses têtes. Bon, Non, pas les grosses têtes, non. Ah, t'as du mal un peu. Mais, ou Cyril Hanouna, enfin tous ces trucs qui sont hautement intellectuels. Pendant que cette interview, je regardais le tableau qui est en cours là, parce que quand on a parlé de cette interview-là il y a quelque temps, ça serait bien que tu aies une œuvre en cours, parce que derrière on a un mannequin qui se vautre largement sur une scène d'expo, c'est un sujet de prédilection. Oui, c'était une fin de série, donc ça c'était la série des top modèles qui chutent. Donc ça c'était une ancienne série. Maintenant c'est vrai que je suis sur des choses toujours, ça avance toujours. Là ça démarre par un portrait, mais je ne sais pas comment ça va finir. Mais on voit un peu la jeunesse du travail. Là on est justement sur la jeunesse du début. Là on part d'une photo, mais qui sert juste de canevas. Et ensuite ce canevas va évoluer vers, pour l'instant, je ne sais pas encore quoi, mais ça va évoluer et ça va, a priori, ça n'aura plus rien à voir avec la photo de base du début. Oui. Là-dessus, on aura l'occasion de s'en rendre compte. Oui. En parlant de genèse, il y a quelques temps que tu as fait une exposition dans les Galeries Parfums d'été, où tu as présenté des tableaux qui représentaient des musiciens de jazz. Peux-tu nous en parler? Si, ça c'était au tout début, ça, dans les années 2000, 2003. Donc moi je suis passé par différentes phases. Au départ, quand je peignais, j'avais pas mal d'influences africaines, des choses tribales qui me parlaient, l'art africain, l'art premier. Et puis après, j'ai eu une deuxième époque, une période où j'avais pris comme application, en fait, disons comme sujet principal, le jazz, mais surtout John Coltrane, qui est un saxophoniste des années 60 très connu. Et j'ai beaucoup lu sur lui, je suis un fan de jazz, donc c'était quelque chose qui me parlait, que je connaissais, donc j'avais envie de m'exprimer là-dessus, donc je me suis exprimé sur des thèmes musicaux. Et puis sur des éléments biographiques de sa vie en fait. Voilà. Oui, parce que est-ce que tu écoutes du jazz J'en écoute. Non, mais quand tu peins. Ça m'est arrivé justement dans cette série-là d'écouter certains morceaux pour produire une œuvre à chaque fois. Non, parce que moi j'ai l'occasion dans cet esprit artistique. À la galerie que tu connais, ou parfois dans des expos, de parler avec des artistes justement qui avaient que des critiques positives, qui peignaient en écoutant du Annie Cordy ou du Guy Béard. Et effectivement, on voyait que leur travail manquait peut-être d'un petit peu d'aboutissement, voire du Carlos. Et effectivement, je trouvais que ça manquait un petit peu de travail. Mais est-ce que le jazz fait un travail abouti? C'est la vraie question, cher maître. Voilà, oui, après chacun trouve son bonheur, le trouve, où il peut le trouver. Donc Annie Cordy, pourquoi pas. Moi c'est vrai que c'est plutôt le jazz, une musique plutôt instrumentale, évocatrice justement d'image, parce qu'elle est instrumentale, elle n'est pas orientée dans le dialogue. Donc c'est ça peut-être qui m'a parlé. En final, c'est les mots de la musique et pas la musique des mots. Exactement. C'est ce qui t'intéresse. Tu tournes très bien la chose et c'est exactement ça. Il paraît que je suis très intelligent, mais personne ne me l'a dit. Même ma mère. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas, il n'y a plus de lumière. Je viens de renverser mon verre sur la multiprise. Ah ouais, ça va marcher beaucoup moins bien.
Bon, on va faire une petite pause prep en attendant. D'accord, ok, on y va. Hop, tout le monde dehors. Oui David, je crois qu'on est devant une de tes œuvres là, et c'est très intéressant avec cette pastille rouge là, ça me paraît un boulot quand même étonnant quoi, sur un mur que tu as peint, c'est un peu comme un Mexique là, non? Non, en fait, Manu, là, tu te trompes lourdement. La pastille, c'est par là. Ah bon, non, parce que j'ai pas bien compris. Non. Tu avais parlé d'une pastille rouge sur un tableau Oui, tout à bon, l'heure. on va y aller, c'est tout à fait par ici, Manu. C'est par là? C'est par là? Bon bah écoute. On y arrive. Ah oui, là je vois. Ah oui, effectivement. Elle est quand même. Elle est un peu plus grosse que sur le mur. Mais que raconte ce tableau? N'est-il pas? Bah alors, en fait, si tu ne reconnais pas, en fait, c'est une idée de tableau que j'ai eue d'après les noces de Cana de Véronèse. D'accord. Donc j'ai repris son tableau, mais en fait ça parle de quoi? Ça parle de cette fameuse pastille qu'on met quand un tableau est vendu. Sauf que là, comme tu peux le voir, elle est au centre du tableau, d'un tableau célèbre de la Renaissance où c'était plutôt l'être humain qui était au centre. Et donc ça parle de la spéculation, ça parle de la place de l'argent dans notre société. Donc de manière assez expressive. Oui, et puis en final, là, il n'est pas vendu quoi. Non, c'est le titre du tableau, vendu. Donc on peut le prendre à double sens, hein. Ça tu peux le prendre pour argent comptant, entre guillemets, ou alors tu peux le prendre... Oui, enfin, je ne le prends pas pour argent comptant parce que ça coûte cher. Mais d'un autre côté, je vois que tu as laissé t'as peint ça, cette œuvre, pardon, comme une céramique. C'est-à-dire qu'on voit comme un carrelage posé. Le processus créatif est visible. Donc en fait, je suis parti d'un quadrillage, mais ce quadrillage, il est visible parce qu'en fait... je ne suis pas Véronèse, je ne suis qu'un humble serviteur, entre guillemets, donc je me sers de son tableau comme une référence. Je cite Véronèse, et donc je pense que l'idée en fait, de laisser le processus créatif apparent était la bonne. Sauf que moi je t'ai vu travailler le début de ce tableau il y a quelques années, parce qu'il a quand même mûri pendant quelques années, et je t'ai vu faire à main levée une colonne avec quelques personnages, et là effectivement le quadrillage tu t'en foutais un petit peu, tu l'as fait revenir par-dessus pour ce processus créatif, mais je t'ai vu travailler quand même à main levée là-dessus, ce qui m'a profondément énervé. Mais il est vrai qu'on ne s'improvise pas Véronèse, donc il a fallu quand même, je dois t'avouer, avoir ce quadrillage pour quand même coller au mieux à la citation du tableau. Eh ben oui, merci de cette explication. On va passer sur une autre œuvre. Ok. David, qu'est-ce que c'est que ce tableau? Bah voilà tout à fait l'exemple d'un tableau où en fait aucune idée préconçue au départ. D'accord. Donc je pars sur le tableau d'après un graphisme, le Z de Zorro. Bon, je commence par ça. Et puis l'idée du tableau vient et progresse en fait. Donc en fait le tableau il s'appelle Le Spectre de la crise. C'est un tableau que j'ai réalisé après un voyage à New York, donc un petit peu sur le bug qu'il peut y avoir sur le bug de l'an 2000, des choses comme ça. Effectivement, il y a même Iron Man qui se prend une tarte à la crème sur la tronche quand même, un petit peu. Effectivement, oui, même une bonne tarte à la crème. Donc on est un peu dans un petit délire, et puis j'ai gratigné au passage le mythe du super-héros, quoi d'autre quelques symboles qui sont là, à droite à gauche. Oui, parce que là, c'était la période où je peignais des choses avec des petits sigles. Donc, en fait, tout un parcours de pictogrammes à suivre qu'on déchiffre. Et il faut avoir les clés. Il faut avoir les clés. Mais bon, les clés, généralement, quand tu regardes bien le tableau, tu les as. Le titre, en fait, met directement sur la voie. Oui, alors, ce que j'apprécie dans cette œuvre, c'est qu'effectivement, au premier regard, on se dit ouf, ça pique. C'est le but de la manœuvre. C'est le but un peu. Et ensuite, quand on l'a bien compris, on se dit ça pique encore plus. Mais c'est ce qui est assez agréable. Merci pour cette interview. Et c'est moi qui te remercie. On va remercier quand même notre caméraman, Jeff, qui essaie de faire du boulot. Qui est là, qui nous a gentiment qui a fait son travail. Il est complètement en lock. Là par terre, ça coule, c'est complètement liquide. Et surtout qu'il tourne, il est complètement bourré, parce qu'on sait bien qu'on l'a récupéré. Sans un petit calva à droite à gauche, il n'est pas totalement opérationnel. C'est vrai qu'il a un peu de mal, mais donc on va se quitter sur cette note d'humour. Oui, bien sûr. Et puis de tristesse, parce qu'il faut quand même le ramener à l'hospice. Et merci Jeff, et à bientôt sur Décalart. À bientôt. C'est bon.